Bonsoir, au sommaire de la musique électronique à la médiathèque, du basket actuel, du basket d'il y a 20 ans. Mais pour commencer, nous recevons Laurent Bergès. Bonsoir Laurent. Bonsoir Pascal. Président du comité des fêtes, Oui. qui vient nous présenter un événement. Alors est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors, tout à fait, je viens vous parler de la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre. Et si je suis là, c'est parce que, en fait, Pascal Requena qui souhaitait, pour cette commémoration et ce centenaire, mettre un point d'orgue sur cette manifestation. Et elle nous a convoqués au cours de l'année, les anciens membres du comité des fêtes, afin de nous intégrer avec les associations d'anciens combattants et les représentants des différents établissements scolaires, afin de les accompagner dans l'organisation de cette manifestation. Et à ce titre-là, le comité des fêtes interviendra au niveau du repas, dans le service à la fois du vin d'honneur qui sera offert par la municipalité et le service du repas qui se fera donc à la fin de cette cérémonie. Alors tu peux me parler un petit peu de la cérémonie du matin, puisque je pense que le repas est à midi, c'est ça? Absolument. Alors la cérémonie donc, commence d'abord par la messe le matin à 9 h. Et ensuite, il y aura un rassemblement ici à partir de la rotonde pour se diriger vers le monument aux morts. Et là interviendront donc l'ensemble des associations des anciens combattants. Il y aura un défilé militaire puisqu'il y aura la présence d'un certain nombre de corps d'armée. Et au cours de cette cérémonie-là seront lus à la fois des textes, des chants seront faits et bien évidemment la Marseillaise à la fin de cette commémoration. Et quand sera terminé cet événement-là, on se retrouvera tous ici à la rotonde pour pouvoir partager le vin d'honneur et le repas pour ceux qui se seront inscrits. Donc c'est là que vous intervenez avec tes bénévoles, hein? Voilà, c'est là où on intervient avec nos bénévoles. Donc les repas sont payants, je suppose, tu peux nous donner une idée? Alors, oui, les repas sont payants, c'est 15 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Et vous pouvez vous inscrire dans tous les bars, puisque on avait trouvé que l'idée était assez sympathique de pouvoir s'inscrire dans des lieux régulièrement ouverts, donc dans tous les bars qui sont la Rotonde, la Concha, chez Pierre, au Blabla Bar et au Molly Malone. De là, vous pouvez aller vous inscrire et vous obtiendrez votre ticket, aussi bien adulte que enfant. Et le jour où vous vous présenterez donc à la Rotonde, on vous relèvera le ticket pour prouver votre paiement. Voilà. Tu as parlé un petit peu des enfants, je crois que les enfants sont intéressés dans la manifestation, ils vont intervenir comment? Alors les enfants vont intervenir aussi bien à partir de la maternelle, de la primaire et du collège. Plutôt les grands, donc le collège va plutôt intervenir sur des textes bien particuliers en lien avec la guerre 14-18. Et les enfants vont plus intervenir sur les chants. Voilà, des chants, la Marseillaise, mais les plus grands, ils vont avoir plus des chants liés à ce qui se faisait à l'époque dans les tranchées. Donc voilà, ils seront présents à ce niveau-là. Tu peux nous donner l'eau à la bouche, parle-nous du menu, si tu Alors veux bien. le menu, je ne l'ai plus en tête, je sais qu'il y a un certain nombre, il y a un potage, une entrée, un plat, un dessert, café et vin compris, voilà, pour 15 € pour les adultes. Et pour les enfants, il y a un menu adapté pour eux. Donc vous pouvez retrouver sur les affiches en allant dans les divers bars comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, quand tu nous rappelles la date, si tu veux bien. Alors ça sera le dimanche 11 novembre et vous avez pu voir déjà que, que la rotonde, ou du moins ici l'ensemble du marché couvert, a été drapé de tous les drapeaux des pays participants donc, à la guerre 14-18. Et même si vous faites attention, il y a même certains pays qui n'existent plus et dont la mairie, donc Pascal Requena, a pu retrouver les drapeaux et elle est, je veux dire, porteuse de cette commémoration qui se veut à la fois être du souvenir, de la mémoire, mais aussi il faut qu'elle soit festive pour se rappeler que voilà, il y a eu nos anciens qui se sont battus pour notre liberté. Voilà. Très bien, merci Laurent. Merci Pascal. Vendredi dernier, la médiathèque proposait le second volet sur les musiques amplifiées. L'apparition des platines vinyles arrive sur un endroit un peu surprenant de la planète qui est en fait la Jamaïque. C'est-à-dire que les tout premiers à avoir utilisé le mélange et les platines vinyles en tant qu'instrument sont les Jamaïcains. Dans le sens où au début, et tout simplement dans les années 60, ils n'avaient pas forcément assez d'argent pour acheter des instruments et monter leur propre groupe. Donc ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils utilisaient les faces B des vinyles de sol et de des États-Unis. Et ils utilisaient donc souvent en fait à l'époque, il y avait une face A avec le full mix qu'on appelait, c'est-à-dire avec le morceau normal, et de l'autre côté on avait les instrumentaux des morceaux. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient les instrumentaux, ils changeaient la vitesse, ils venaient mettre des effets dessus, ils venaient rajouter éventuellement des pistes instrumentales, du chant, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient leur propre mélodie,
et il venait transformer les morceaux déjà existants. Et ils font de la musique vraiment teintée d'un peu de tout. Alors moi en fait ce que je fais c'est que je touche tout simplement, vous avez toutes les fréquences, vous avez que les aigus. Et quand on voit arriver par exemple que les médiums, les fichiers voix ou effets de percu par exemple, ils sont déjà préenregistrés ceux-là. Oui, en fait là c'est du mixage, c'est-à-dire que c'est du mixage sur platine, c'est-à-dire que les morceaux sont faits et moi en fait je touche les fréquences, ou que les basses. Ça c'est un mix que j'ai préenregistré, que j'ai fait, que les basses, que les médiums, que les aigus. D'accord? Là si je mets après sur les fonctions que j'ai, je peux mettre des effets. Nous recevons maintenant le père Jean-Michel Dupouille et François Labatte. Bonsoir messieurs. Bonsoir Pascal. François Labatte qui est membre de la paroisse, Oui. qui viennent nous parler d'un projet innovant. Bonsoir, merci de nous recevoir à Canal Achat. Donc je suis effectivement le curé de la paroisse Saint-Géron-de-Chalos, une grande paroisse, 24 villages, 4 cantons. Notre projet. Alors, le pape a parlé d'expression, une église en sortie, une église aux périphéries. Et donc c'est ce message de notre pape, de notre pape François, que nous voulons faire passer. Alors, au lieu d'être toujours l'église qui propose, l'église qui parle, l'église qui agit, nous voulons être l'église qui regarde, l'église qui écoute et l'église qui accueille. Alors, notre réflexion nous a amené à nous rendre à Philondens. Ce sera le dimanche 21 octobre. C'est bientôt? Bientôt, très bientôt, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, 17h. Nous allons rencontrer une famille qui s'est lancée dans une aventure intéressante, mais en tout cas exigeante. Alors, notre projet, c'est de connaître ce qu'ils font et surtout de faire connaître. Et donc, je laisse la parole à François pour expliquer ce qu'est, dans le fond, ce projet. François, nous t'écoutons. Eh bien, c'est à moi, donc pas de problème. Le projet, on connaît très bien, malheureusement, les problématiques de notre monde rural et particulièrement agricole d'élevage. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la production laitière. Donc, cette famille qui est bien, comme toute la filière du lait dans une problématique, a engagé une dynamique sur un projet de transformation de leurs produits, de leur matière première, le lait, en produits faits sur place, donc des yaourts et des fromages blancs. Qu'ils font en plus ou moins grande quantité pour répondre à la demande et pour développer une activité économique et développer un marché qui est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt sinistré. Donc ils sont en démarrage d'activité, mais est-ce qu'ils ont déjà des points de vente? Est-ce qu'on peut trouver leurs produits dans... Alors effectivement, eux ils ont déjà développé un maillage qui va jusqu'à la région, on va dire jusqu'à quasiment le nord de l'Aquitaine, la Gironde. Ils ont des livraisons en région bordelaise. Localement, on peut plus simplement découvrir leurs produits, alors forcément à la ferme de Laouillet à Philondens. Et le nom des exploitants? Alors, c'est la famille Lagardère. Lagardère à Maison Laouillet à Philondens, d'accord. Voilà. Et donc, ils ont 2 points de vente au moins ici, localement, avec la supérette de Montségur et le même axe sur la commune de Samadé. Leur activité commerciale est en phase de progression. Ils avaient démarré leur activité sur Montardon. Ils ont développé une activité localement, c'est-à-dire un laboratoire de transformation qu'ils ont mis en route depuis juillet. Donc c'est très frais, donc c'est tout beau, tout propre. Donc on ne découvrira pas sur les lieux mêmes leur activité, mais on pourra découvrir au foyer de Philondens leurs produits, un petit film qui montrera leur phase de transformation et d'autres animations. D'accord. Mais alors, techniquement, monsieur l'abbé, comment fait-on pour participer à la journée? On se retrouve quelque part Oui, donc le rendez-vous à Philondens, au foyer de Philondens, à partir de 14h. Tout le monde est invité, tout le monde qui veut connaître, qui veut rencontrer. En tout cas, c'est une vraie nouveauté de la part de la paroisse d'Agenot. Oui. On n'a pas entendu parler d'une manifestation comme celle-là, c'est une belle idée. Oui. Bon, on espère qu'il y aura d'autres idées derrière, ou vous allez continuer à développer le concept? Bien sûr, nous espérons qu'il y aura aussi d'autres villages qui pourront accueillir aussi des manifestations comme celle-là, faire connaître, nous aussi connaître quelque chose qui se vit chez nous.
Il nous reste encore quelques petits papiers dans les poches, on ne vous en dira pas plus, mais on espère forcément renouveler ce genre d'opération. Très bien, génial. On vous suivra. Merci beaucoup. Merci à vous. Pascal. C'était la première fois que HEDC recevait à la maison de la saison. C'est une réussite. C'est un match que j'appréhendais beaucoup parce que Saint-Médard a fait un début de championnat à tonitruant. Alors certes, ils ont rencontré, je pense, des équipes peut-être un peu inférieures, mais n'empêche qu'ils avaient fait un beau recrutement aussi. Donc vraiment, j'étais inquiet, j'appréhendais cette rencontre. Après, on a bien travaillé cette semaine à l'entraînement. Ce soir, c'est la première fois qu'on est au complet pour un match officiel. Voilà, le début du championnat est un peu compliqué parce que du fait des suspendus sur la première journée, après des coupures parce qu'on est dans une poule à 11, pour trouver du rythme c'est compliqué. Mais vraiment je suis satisfait ce soir parce que les gars se sont donnés défensivement. Cette équipe-là le tourne à plus de 100 points sur les 3 premiers matchs. Et ce soir on les laisse à 54. Donc vraiment il y a eu du bon boulot défensivement, les gars n'ont rien lâché, tout le monde a mené sa pierre à l'édifice. C'est intéressant parce que je suis convaincu que cette équipe elle sera pas loin du podium ou sur le podium en fin de saison. Il faut espérer que vous serez le baron de l'affaire. Écoutez, on va faire chaque samedi suffit sa peine. On a fait un bon résultat ce soir, la semaine prochaine on a du boulot parce qu'on va à Roche-Vendée qui fait aussi un bon début de championnat, donc on verra après Roche-Vendée ce qu'on peut faire après. Voilà. Nous recevons maintenant José Compagnie. Bonsoir José. Bonsoir Pascal. Et Christophe Prévost, président de Hayat VTT. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pascal. Qui vient nous parler d'un événement à venir. José, est-ce que tu peux nous en parler? L'événement qui est à venir, c'est-à-dire que moi, l'idée m'est venue que j'avais restauré un vélo qui appartenait à Luis Ocaña, et donc j'ai eu l'idée de l'exposer. Mais je me suis dit, ça doit être le vélo de Luis Ocaña si je n'expose qu'un vélo. Et à partir de là, bon, j'ai contacté mes amis avec qui j'ai couru, c'est-à-dire Duc Lassalle, Arbe, Labourdette, Pierre Bernet, et aussi l'autre génération qui est d'Ariga, de Casala, que je voyais souvent dans les repas. Donc je les ai contactés, ils étaient d'accord pour venir. Et si vous voulez, c'est un peu un hommage qu'on va leur rendre à ces coureurs. Et donc il y aura, ce jour-là, il y aura, si vous voulez, un petit quiz aussi également, des questions sur ces champions. Mais la journée débutera, si vous voulez, par la présentation de ces coureurs par un speaker donc, professionnel, donc suivi d'un petit quiz. Et ensuite, il y aura la municipalité qui paiera donc l'apéritif. Et voilà. Et
José, donc, finalement, là, sur cette manifestation que tu as décidé de faire, parce que tu es un ancien coureur de haut niveau, hein, ça, on l'a découvert déjà sur Canal Achat, donc tu as la mairie qui est venue se greffer sur la manifestation et qui te donne un coup de main au niveau de la logistique de l'organisation. Disons que la mairie, bon, quand on l'a contacté, c'est surtout Christophe qui l'a contacté, parce qu'on a voulu faire d'une pierre deux coups pour que ce soit une journée conviviale et amener un peu de monde. J'ai rencontré Christophe, qui est un ami, et on a dit, bon, pourquoi pas faire un truc ensemble, c'est complémentaire, ça peut amener du monde, ça peut être une journée festive, vu que c'est relié au sport, il y a une sortie VTT, il vous en parlera, Christophe, et on peut faire l'exposition en même temps. D'accord, l'exposition des vélos mythiques, hein, voilà. de Lusoconia, d'Edima, etc. Voilà. Tu as refait la collection de cette époque-là. Personnellement, je vais présenter 7 vélos à moi, personnels. Et il y aura également les vélos des champions. Il y aura le vélo de Nicolas Salle, il y aura le vélo de Casala, de Pierre Bernet. Leur vélo perso, tu veux dire? Oui, personnel. Ah oui. D'accord. Voilà. Et j'en ai pas parlé, il y aura ce jour-là aussi, en parallèle, une bourse au vélo. C'est-à-dire que toute personne qui veut vendre un vélo peut le déposer. Ou éventuellement, s'il y a des acheteurs, ils vont faire un tour et ils peuvent acheter des vélos. Il y aura des vélos qui seront exposés, mais à la vente. Voilà. Bon, et très bien. Et donc Christophe, toi tu viens là, donc quel est ton rôle dans la journée alors? Alors notre rôle à nous, et José, il y a un an qui me parle de cette journée, donc on a réussi à la mettre en place. Donc nous, à IED-VTT, on a foncé avec lui, mais on a dit, écoute, ça serait sympa qu'on fasse une randonnée VTT le matin. Donc on propose 2 circuits, tranquille, pas méchant. Et ensuite on a dit, écoute, nous on va gérer le repas. Donc on organise le repas qui se fait à la rotonde. Alors, si tu veux le menu... Oui, bien sûr. Il y a la salade piémontaise, entrecôte frites, salade au fromage, tarte aux pommes et café. 13 € pour les adultes et 8 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et où est-ce qu'on peut s'enregistrer? Comment ça se passe? Et bien, alors, les enregistrements, c'est pour moi. J'ai le numéro de téléphone sur les affiches qu'on a confectionnées ensemble. Et voilà. D'accord. Et donc ce seront tous les bénévoles d'IED-VTT qui seront là pour faire face à l'organisation. Donc ils vont très bien. Les ravitaillements sur le parcours et ensuite ils serviront les repas le midi. Parfait. Donc une très très belle manifestation. Alors José, si tu veux bien nous rappeler la date, si tu veux bien. La manifestation, bien sûr, comme vous en a parlé Christophe, la rando VTT se fera le dimanche exclusivement. Par contre, la bourse au vélo, on commencera à recevoir les vélos à partir de samedi après-midi, 3h. D'accord, ça sera donc le 27. Le 27, donc le samedi, on pourra commencer à recevoir les vélos. D'accord. Le dimanche matin jusqu'à 9h aussi, les personnes qui veulent nous amener les vélos, on les prendra pour les déposer et pour les mettre en vente. Voilà. D'accord, et donc tout se passera ici à la rotonde. Voilà, tout se passe à la rotonde. Rotonde et marché couvert. Rotonde et marché couvert. Voilà. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup messieurs, on sera présents. Merci Pascal. Voilà. Merci, bonne soirée. Nous nous étions rendus l'an dernier chez un tabaculteur qui nous avait parlé de la culture du tabac. Nous y sommes retournés pour découvrir les feuillaisons. Effectivement, on s'était vu l'an dernier. Et là, vous voyez qu'on est en train d'effeuiller le tabac. La récolte a eu lieu la semaine du 15 août. Et le tabac a séché sur les cadres que vous voyez pendant 6 semaines environ. Et là, le tabac est sec. Donc maintenant, nous procédons à l'effeuillaison. Donc, un pied de tabac, comment il est composé? Eh bien, en bas, nous avons coupé le tabac. Nous avons les racines qui sont restées en terre. Et puis après, nous avons environ entre 14 et 18 feuilles dans un pied. Et donc, le travail d'effeuillaison consiste à séparer les étages. Parce qu'il y a différentes qualités de feuilles dans un pied de tabac. Donc, nous procédons en priorité à sortir les feuilles du bas, puis en remontant sur la tige, on appelle ça les cutters, puis les médianes, puis les têtes. Donc dans le cadre, comme vous le voyez, nous avons récolté le tabac et pour le faire sécher, on l'a retourné pour que les feuilles se rangent naturellement et qu'elles sèchent correctement. Alors quand nous effeuillons, je vous disais, 4 catégories de feuilles, les basses, comme le B, les cutters comme le C, les médianes comme le M et les têtes comme le T. Donc un pied de tabac, voilà, environ 4 feuilles basses, 4 feuilles
cutter, 5-6 feuilles médianes et 4 voire 5 feuilles de tête. Donc chacun a son casier. Et voilà le chantier organisé. Alors pour effeuiller, je suis seul sur l'exploitation et donc je fais appel à de la main-d'œuvre saisonnière. Et donc là j'ai embauché 3 personnes et moi 4 personnes. Donc comme je le disais, un par étage. Trouver du personnel aujourd'hui, particulièrement pour faire ce travail. C'est un travail qui est tributaire du climat. Là, normalement, quand il fait beau, on travaille que le matin, parce que le tabac, les après-midi, avec le soleil sèche, il est intouchable, il est comme le verre, il est cassant. Donc on travaille que le matin, parce que le matin, il a repris l'humidité de la nuit. Et donc, c'est trouver tout ça pour dire que trouver du personnel dans ces conditions, c'est un peu compliqué, parce que c'est des emplois saisonniers et précaires. On travaille, et on peut ne pas travailler, en fonction de la météo. Et donc, priorité, premier critère, c'est la proximité du chantier. Et donc là, comme vous voyez, eh bien, j'ai 2 voisins qui viennent régulièrement. Et là, ce matin, j'ai embauché ma petite nièce, ou ma grande nièce, qui est venue en renfort pour faire la quatrième personne. C'est un travail répétitif. Et comme vous pouvez le constater, dans de bonnes conditions, on travaille debout, on se déplace, c'est pas pénible, on est en plein air, normalement au soleil. Alors aujourd'hui, il y a quelques nuages, paraît-il qu'il va pleuvoir dans quelques jours, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très agréable, on est en pleine nature, on entend les oiseaux, on entend les voitures passer, les remorques de maïs qui vont au silo. Et on voit surtout les palombes quand elles passent. On prend le temps de regarder, de lever les yeux de temps en temps. Et il nous arrive de nous arrêter de travailler pour observer les palombes quand on en voit. Cette année, vache maigre pour l'instant. Là, j'ai 70 cadres à effeuiller. Et il nous faut environ 45-50 minutes pour effeuiller un cadre. Donc, quand on multiplie ça, il me faut entre 15 matinées à peu près. 15 matinées à raison de 5 cadres par matinée. Donc c'est un travail assez long et c'est 15 matinées de beau temps. Donc ça fait 3 semaines au moins sur l'agenda. Tabac, en 2018, conditions culturelles compliquées comme pour toutes les cultures de printemps. On était dans le sud-ouest sous un climat exceptionnellement pluvieux, puisqu'il a plu du 15 novembre au 15 juin. Au 15 juin. Avec des pluies et des volumes exceptionnellement conséquents. Ce qui fait que j'ai réussi à planter le tabac dans une petite fenêtre de beau temps le 8 et 9 mai. Après, il s'est bien comporté tant qu'il était petit, tant qu'il était jeune. Après, au mois de juin, c'est là où il doit se développer très vite. Et là, ça s'est dégradé. Et là, j'ai constaté que le tabac était très hétérogène. Donc, où on doit avoir une floraison en 5 jours, eh bien, on a eu une floraison de 20 jours, qui a duré 20 jours. Donc, une parcelle très hétérogène. Et puis, la bonne surprise, après la floraison, le tabac a réussi à se développer grâce, d'une part, aux conditions climatiques du mois de juillet, qui ont été favorables, et surtout à l'irrigation que j'ai pu amener à dose homéopathique pour réussir à le faire croître correctement. Et il s'est développé, donc récolte, je dirais, moyenne plus. En qualité, je pense que c'est correct également. Et bien voilà, vous voyez le tabac là, il est dans les cartons que je vais presser et emballer. Et puis après, c'est l'acheteur c'est l'huile qui va me dire si le tabac lui convient ou pas. Mais je pense que ça doit lui convenir. C'est sous contrat annuel
Alors quand on dit contrat annuel, bon, c'est des formalités techniques, hein, la contractualisation annuelle, parce que vous voyez, il y a quand même des investissements, donc quand on se lance dans la culture, c'est pas pour un an, c'est pour plusieurs années. Et je suis producteur donc depuis 1990, donc voilà. Mes contrats annuels, c'est assez encadré. Je disais donc, j'imagine que le tabac va correspondre à l'attente de notre acheteur, parce que je livre mon tabac à la coopérative, et la coopérative derrière a un client. Donc, ce client trouve dans notre tabac, je dis dans notre tabac parce que c'est le tabac du sud-ouest de la France, ou le tabac français généralement, un produit dont il a besoin pour l'industrie qui développe. Et ça, c'est un atout du sud-ouest, un de nombreux atouts du sud-ouest, il n'y a pas que celui-là, mais on produit un tabac qui correspond au marché. Je remercie Canal Achat qui est suivi, qui est regardé par les gens locaux, mais au-delà. Et je vous invite, si vous voulez, à revenir l'année prochaine, où j'espère j'aurai planté à nouveau du tabac, le jour de la récolte. C'est quelque chose qui est assez original. Dans notre série Il y a 20 ans, aujourd'hui, les tournois corpaux. Basket toujours, les rencontres amicales de l'association Sport pour tous ont débuté la semaine dernière. Nous verrons quelques images du match opposant l'équipe féminine de chez Launay à l'équipe des commerçantes et du match de l'équipe masculine de chez Cap à la Peña Péchu. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.